Bienvenue sur Tous Médecins pour comprendre notre santé vite et bien. Tout commence en fait par une observation clinique tout simple à la fin du XVIIIe siècle. On est en 1796. Le médecin Édouard Jenner remarque quelque chose d'assez curieux. Les fermières qui attrapent la vaccine, qui est une maladie bovine tout à fait bénigne, eh bien, elles semblent protégées contre la variole humaine, qui, elle, est terrible. Il décide donc de tester son hypothèse. Et c'est son inoculation de ce matériel bovin qui va poser les fondations de toute l'immunologie moderne. Alors, le principe est aujourd'hui parfaitement établi. De quoi s'agit-il? C'est l'administration contrôlée d'une préparation antigénique. Le but, c'est d'induire une réponse immunitaire qu'on appelle primaire et surtout d'établir une mémoire immunologique spécifique. On prépare en quelque sorte l'organisme à réagir vite et fort lors d'une future exposition aux vrais pathogènes. Bon, pour vraiment comprendre comment ça marche, il faut qu'on se penche sur le concept central, le pilier de tout ça. C'est un mécanisme à la fois élégant et extrêmement puissant, la mémoire immunitaire. La mémoire immunitaire, donc. C'est quoi exactement? Eh bien, c'est cette faculté incroyable du système immunitaire adaptatif à, littéralement, se souvenir d'un antigène spécifique après un premier contact. Et l'intérêt, c'est de pouvoir déclencher une réponse secondaire qui sera beaucoup plus rapide, plus robuste et plus efficace si jamais on rencontre à nouveau cet antigène. Ce schéma, il est très parlant. Regardez la différence. La réponse primaire au premier contact, elle est lente, d'intensité modérée et dominée par les IgM. Mais pendant ce temps, en coulisses, des lymphocytes B et T mémoire sont générés. Et c'est là que tout change. Lors de la deuxième exposition, la réponse est explosive, plus rapide, bien plus intense, et elle est marquée par ce qu'on appelle un switch isotypique vers une production massive d'IgG de haute affinité. Et c'est précisément ce phénomène-là que la vaccination cherche à exploiter. Alors, pour induire cette mémoire protectrice de manière à la fois sûre et efficace, l'ingénierie biomédicale a développé au fil des décennies un véritable arsenal de plateformes technologiques vaccinales, et chacune a ses propres caractéristiques. Cet arsenal est assez vaste. On peut le classer un peu par génération. On a d'abord les approches classiques, les vaccins vivants atténués, comme le ROR, qui mime très bien l'infection naturelle et donne une immunité robuste. Et puis les vaccins inactivés, où l'agent pathogène est simplement tué. Ensuite, on a affiné les techniques avec les vaccins sous-unitaires, où l'on n'utilise que des fragments, comme les anatoxines du tétanos. Et plus récemment, le génie génétique a ouvert la voie aux protéines recombinantes, comme pour l'hépatite B, et bien sûr aux plateformes révolutionnaires à vecteur viral et à ARN messager, qui ont joué un rôle majeur durant la pandémie de Covid-19. Toute cette diversité de plateformes, ce n'est pas anodin. Chaque technologie présente un profil d'efficacité et de sécurité qui lui est propre. Ce qui nous amène directement à une question centrale. Comment optimiser la réponse immunitaire? En fait, il y a toujours un compromis fondamental. C'est une sorte de balance. D'un côté, on a les vaccins vivants atténués. Ils sont très immunogènes, très efficaces parce qu'ils sont très proches du pathogène. Mais ils présentent un risque théorique un peu plus élevé. À l'opposé du spectre, on trouve les vaccins sous-unitaires ou recombinants. Eux sont extrêmement sûrs, mais leur immunogénicité est souvent plus faible. Il faut donc trouver un moyen de la renforcer. Et c'est là qu'interviennent les adjuvants. Historiquement, les plus connus sont les sels d'aluminium. Leur mécanisme est double. D'une part, ils créent un effet dépôt, qui permet un relargage prolongé de l'antigène. Mais surtout, ils agissent comme un signal de danger. Ils miment des PAMPs ou induisent des DAMS, ce qui active l'immunité innée, par exemple via l'inflammasome. Et cette première activation, elle est absolument indispensable pour obtenir une réponse adaptative et une mémoire robuste. Ok, on a vu toute la science fondamentale. Maintenant, comment est-ce que ça se traduit en pratique? Eh bien, ça se concrétise par une stratégie de santé publique à très grande échelle qui vise à la fois la protection de l'individu et celle de toute la collectivité. En France, pour les enfants nés après le 1er janvier 2018, cette stratégie, elle se matérialise par un chiffre. 11. 11. C'est le nombre de vaccinations qui sont devenues obligatoires pour protéger les plus vulnérables. Ce calendrier, il peut sembler dense, c'est vrai, mais il est conçu de manière très stratégique. L'idée est d'immuniser les nourrissons dès que leur système immunitaire peut répondre, et surtout avant l'âge où ils sont le plus à risque pour des maladies gravissimes comme la coqueluche, les méningites bactériennes ou la rougeole. L'objectif est donc double. Il y a bien sûr la protection individuelle, c'est la base. Mais à l'échelle collective, une couverture vaccinale élevée permet de créer une immunité de population, qu'on appelle aussi immunité de groupe. On crée une sorte de barrière qui freine la circulation du pathogène et qui, de fait, protège indirectement les personnes qui ne sont pas vaccinées ou celles qui ne répondent pas au vaccin. Bien sûr, comme pour n'importe quel acte médical, le succès de la vaccination repose sur une évaluation rigoureuse et permanente de sa balance bénéfice-risque. La vaccination n'y échappe pas.
Alors parlons des risques. Les effets indésirables les plus fréquents, ce sont en fait des réactions inflammatoires, locales ou systémiques, qui sont bénignes et transitoires. Elles sont simplement le signe que le système immunitaire se met en route. Les contre-indications absolues, elles, sont rares. On pense principalement aux vaccins vivants chez les patients immunodéprimés ou les femmes enceintes. Et puis, il y a des complications exceptionnelles. Oui, ça arrive. Leur détection, comme les cas de myocardite post-vaccin ARMN, montre l'importance capitale d'une pharmacovigilance post-AMM qui soit robuste et transparente. Au final, il faut prendre un peu de recul. La perspective historique et clinique est essentielle. Des maladies comme la variole ont été éradiquées. La poliomyélite est sur le point de l'être. Des millions de vies ont été sauvées du tétanos, de la diphtérie, de la rougeole. Et quand on regarde les défis actuels comme le VIH ou le VHC, on voit bien que le développement d'un vaccin efficace reste un des objectifs majeurs de la recherche médicale. Abonnez-vous pour plus de vidéos.